Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on fait saigner nos cordes vocales et vos oreilles. Salut, moi c'est Marie. Et moi c'est Anaïs et je ne me laisserai pas éclipser par une traînée avec des poumons de mutants. On avait enregistré une petite intro à ce film la semaine dernière, avant de le revoir. Depuis, beaucoup de choses ont changé sur notre ressenti par rapport à ce film. Et Beaucoup de choses. voilà. Cette semaine, on revoit toutes les deux un film qu'on a déjà vu. C'est une des nouveautés de cette saison. Il y a des films qu'on va se faire mutuellement découvrir, mais il y a aussi certains navets ou chefs-d'œuvre qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on a envie de redécouvrir ensemble. Un peu comme on avait fait avec Twilight, en vrai. Exactement. Et donc là, on a décidé de commencer par un auquel on a tout de suite pensé quand on a conçu cette saison, parce qu'on adore toutes les deux Burlesque, avec Christina Aguilera et Cher. Tout à fait. Un chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre. Je sais même pas pourquoi on l'a inclus, parce qu'il n'y a pas de débat, en fait. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Non, à l'époque de la sortie, par exemple, Télérama avait écrit « Hélas, Christina Aguilera est aussi expressive que les chaises sur lesquelles elle se contorsionne. Cher s'ennuie derrière 12 cm de maquillage et Steve Antin, le réalisateur, est au Bob Fosse de Cabaret, son modèle, ce que le strass est au diamant. » C'est vrai que les chaises m'ont fait grande impression. Je m'en souviens encore très très bien. Les Inrocks avaient dit « Comédie musicale recyclée et en plastique, burlesque et facilement jetable et vaguement polluant. » Excuse-moi, mais non. Non, pas du tout. Après, je suis totalement d'accord. Ça se conserve pendant des années. Tu l'as vu plusieurs fois ou tu l'as vu qu'une seule fois ? Je l'ai vu plusieurs fois, Anaïs. D'accord. Tu l'as vu combien de fois, toi ? Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. Ah, non, moi, je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu au moins 2 ou 3 fois depuis. Ouais, moi, je l'ai vu au cinéma et à l'époque, je l'ai vu au Alamo Drafthouse, qui est un cinéma à Austin que j'aime beaucoup. En partie, mais pas que, parce qu'on peut y consommer des menus qui ont été faits en accord avec les films qui sont diffusés. Et là, il y avait des cocktails spéciaux pour Burlesque. Et donc, j'avoue que j'étais pas très sobre quand j'ai regardé ce film avec la copine avec laquelle je l'ai vu à l'époque. Et c'était une de mes meilleures séances de cinéma de tous les temps. Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai très très hâte de le revoir. Bon, on va aller le voir. Tout à fait, allons-y. What is this place? I've never seen anything like this before, and I really want to be a part of it. Great enthusiasm, terrible timing. Isn't that the chick that was backstage yesterday? I want to be up there. I want to do that. Question is, do you have the talent? Because you're on. Knock 'em dead. What is Allie short for? Alice? Alice? Well, welcome to Wonderland. On est de retour. On est de retour. D'abord, je pense qu'on devrait raconter un petit peu notre rapport à ce film, Ok. qui a beaucoup évolué en une quelques heure. jours, En 2 heures. 2 heures mais de qui remonte visionnage. à très loin. Ouais. C'est quoi ton rapport avec Burlesque ? J'ai pas un énorme souvenir de la première fois où je l'ai vu, mais je me souviens que c'était incroyable. Mais je me demande même si c'était pas toi qui me l'avais recommandé ou un truc comme ça. C'est fort possible. C'est fort possible. Du coup, je l'avais vu et j'ai dû le revoir peut-être 2 fois depuis, dont une fois il y a quelques années et une autre fois où c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Et je me souviens que je m'étais rendu compte que c'était un peu nul, mais quand même fun. Toi, par contre, on va parler de ton rapport, ça va être intéressant. Bah moi, le problème, c'est que je l'ai vu au cinéma aussi à sa sortie. Et vraiment, on est sorti de là en se disant, mais c'était génial. Enfin, vraiment, c'était merdique, mais d'une manière extrêmement divertissante. Et ça va devenir un culte classique. Et vraiment, dans ma tête, c'est resté un culte classique. Vraiment un film qu'on adore détester et qui est vraiment totalement naze, mais d'une manière très réjouissante. Et en fait... Ensuite, on a vu ce film la semaine dernière. Ouais. Et il manquait de l'alcool. Non, mais je pense Ouais. vraiment que c'est ça le secret, en fait, c'est qu'il manquait de l'alcool. Et en vrai, je veux pas faire la promotion de L'alcoolisme. l'alcool, voilà, ou de l'alcoolisme. Enfin, on est capable de s'amuser sans alcool, hein. Mais là, c'est vrai On n'est que... pas capable de regarder ce film en s'amusant sans alcool. Exactement. Il y a des situations comme ça. Ouais, non, vraiment, enfin, c'est hallucinant parce que j'ai vu le film et ensuite, quand on l'a revu, je suis allée sur Letterboxd pour le noter. Et donc, j'ai vu qu'il y a 10 ans, quand je l'ai vu, j'avais mis 4 étoiles.
Et Burlesque, pour moi, c'était un très, très grand film, quoi. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé entre la Anaïs d'il y a 13 ans et la Anaïs d'aujourd'hui. Non, mais je pense vraiment, bon, c'était ton état d'ébriété parce que moi, pour le coup, non, mais vraiment, parce que pour le coup, pour l'avoir vu et revu, j'ai toujours eu conscience que c'était nul à chier, mais que c'était marrant, mais nul à chier. Ouais, mais pour moi, le gros problème, c'est que je pensais aussi que c'était nul à chier de manière marrante. Et là, ça m'a pas fait marrer. C'est ça le problème. C'est que quand on l'a vu toutes les deux la semaine dernière, j'ai trouvé ça atroce. C'était un samedi après, mais on n'était pas dans le bon. On va Dans le mood. écouter mes réactions à ce visionnage. Non, mais c'est vraiment nul en fait. Marie, j'ai des bouffées d'angoisse tellement ce film me saoule en fait. J'en peux plus. Profite, hein, c'est les moments les plus rythmés et les meilleurs moments du film là. Je sais pas, je suis en dissociation là. J'en peux plus. Marie, j'en peux plus. Ça m'oppresse. Ça me. Qu'est-ce qui t'oppresse? La nullité. Je pense qu'ils auraient pu montrer ce film à Guantanamo. Ouais, c'est dark. Je suis allée dans des endroits très dark de mon esprit pendant le visionnage de ce film. Vraiment, je voyais plus la lumière au bout du tunnel, quoi. J'ai perdu tout espoir en la vie. Le problème, c'est que ce film est beaucoup trop long. Et il y a plein d'autres problèmes, mais... mais vraiment, c'est le problème majeur, je pense. On va en reparler, mais avant ça, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? C'est l'histoire d'Ali, qui est jouée par Christina Aguilera, qui est juste une fille comme les autres, tu vois. C'était une serveuse au milieu de nulle part dans l'Iowa, aux États-Unis. Et elle rêve de devenir une star, donc elle part pour Los Angeles. Et elle se fait embaucher dans le cabaret burlesque de Cher. Son cabaret, il a beaucoup de problèmes financiers, il faut le savoir. Et au début, Ali, elle est serveuse jusqu'au jour où elle leur prouve qu'elle sait faire « Waouh !» Et elle sait faire que ça. C'est ça. Et du coup, il l'embauche pour être la star du cabaret. Et grâce à elle, en plus, elle est hyper intelligente. Elle connaît plein de trucs de loyer. De droit immobilier local. C'est clair. Et elle sauve le cabaret grâce au droit immobilier local. Et elle sort aussi avec un mec qui a du mascara et un chapeau melon tout le temps. Bravo. C'est l'histoire. C'est littéralement tout ce qu'il y a dans ce film. Et je pense même que ton résumé est plus long que Le script. Le script, exactement. Et pourtant, le film dure 2 heures. Comment tu décrirais Ali ? Elle est insupportable. Non, vraiment, en fait, c'est un cliché de la girl next door, alors que bon, elle ressemble à Christina Aguilera, donc elle est magnifique, mais elle n'est pas au courant qu'elle est magnifique, donc elle a toujours son petit t-shirt qui tombe sur l'épaule comme ça, avec son sein qui menace d'apparaître. Et puis, alors, elle sait chanter, et elle sait qu'elle sait chanter, elle a du caractère, mais en même temps, elle est aussi humble. Donc, oui, et puis c'est une gentille fille de l'Ohio ou l'Iowa ? L'Iowa, je crois. Je crois que c'est l'Iowa. C'est là où Les same difference. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça. une gentille tu sens fille, qu'elle a donc, trait des vaches, tu vois, dans sa vie. Du coup, ça lui apporte une personnalité, apparemment. Et ce qui est très marrant, c'est que il y a des moments avant qu'elle prouve à tout le monde qu'elle sait chanter, elle est juste en train d'être serveuse et elle observe avec admiration les numéros sur scène dans le cabaret, puisque c'est un film sur l'observation. C'est vraiment 98% des plans de ce film sont des plans sur des visages de gens en train de regarder quelque chose. Oui, c'est extrêmement monotone. Et donc elle, quand elle regarde les gens sur scène, parfois elle fait des petits mouvements de danse toute seule alors qu'elle est en train de danser. Elle a appris la chorégraphie par cœur, du coup elle a son plateau dans une main et elle fait la main de l'autre côté, c'est ridicule. Ouais, c'est vraiment, on va l'entendre, on était rapidement très agacés par ce personnage. I swear to God, chiante. did anybody ever give you a shot at life? Clay, you want this so bad. J'ai insupportable. Là, on entend Cher lui dire « ferme ta gueule ». C'est ça. Parce qu'elle parle beaucoup aussi. Ouais, elle parle beaucoup et puis elle est chiante, quoi. Ouais. C'est vraiment, en fait, une succession de clichés un petit peu genre gentiment sexistes, où c'est censé être une appréciation de ce qui fait la spécificité des femmes, mais en vrai, c'est très sexiste. Genre, c'est-à-dire qu'elle parle trop. Elle parle trop, elle s'impose et elle se laisse pas faire, mais en même temps, elle est sexy et adorable et elle fait des petites moues et elle est un peu innocente, mais pas trop quand même. Enfin, voilà, bon, c'est vraiment... c'est catastrophique. Et elle est orpheline et elle a pas de pinceau pour les sourcils ou pour les yeux et c'est vraiment genre, mais en même temps, elle a tout ce qu'il faut. Enfin, c'est insupportable. Ali, et qui est jouée par Christina Aguilera, qui à ce moment-là
était déjà un peu sur une redescente de carrière quand même. Ouais, bah c'était plus de 10 ans après la sortie de son meilleur album où il y a Genie in a Bottle. C'était... Ah, tu penses que c'est son meilleur album? Bah en tout cas, c'est celui où il y a le plus de tubes. Oui. Après, moi, j'adore Il y Stripped. a Dirty quand même. Ouais, Stripped, donc voilà. qui est sorti en 2002, dans lequel il y avait Dirty, dans lequel il y avait Beautiful et dans lequel il y avait Fighter, qui est une de mes chansons préférées de Christina Aguilera. Et après, c'est là que ça a commencé à se corser, où en 2006, elle en a sorti un autre où il y avait une chanson qui s'appelait Still Dirty. Ouais, tu sens qu'elle avait déjà, elle creusait vraiment. Tout dirty. Elle raclait vraiment les fonds de tiroir. Et tout ça, c'était des années avant Burlesque. Donc vraiment, tu sens que Burlesque, ils se sont dit, c'est le moment où il faut un peu la réhabiliter et ça n'a pas trop marché. Non. Et puis il y a Jack, qui est donc l'intérêt amoureux d'Ali. Oui, qui est le serveur du cabaret. Pour moi, c'est la relique d'un monde qui n'existe plus. C'est un modèle d'homme très spécifique qui a existé entre 2008 et 2013 environ. Des hommes qui portaient beaucoup de mascara et d'eyeliner et des chapeaux. Et des gilets sans manches. Et des gilets sans rien manches. dessous. Voilà, ou les espèces de t-shirts un peu de Jésus, en fait, enfin de maçon, mais de avant Jésus-Christ. Hein? Tu vois, tu sais, les t-shirts blancs un peu, Ouais. un peu qui tiennent pas, avec des petits trous, mais qui coûtent 500 €. Exactement, avec un col en V, mais qui a été un peu déchiré. Les t-shirts Zadig et Voltaire pour hommes, quoi. Exactement. Pour moi, en fait, c'est l'équivalent humain de ce genre de groupe aussi qui existait à exactement la même période. Il y avait sur Internet quelqu'un qui les avait qualifiés de groupe Stomp, Clap, Hey, parce que c'est vraiment, ils tapent du pied sur le sol, ensuite ils tapent dans les mains et ensuite ils disent Hey. Tu te souviens pas de ces groupes? Moi, je les appelais les groupes Bretelles et Tambourin. Mais tu vois, ce genre de groupe, c'était genre Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Of Monsters and Men. Je connais pas du tout ça. C'était vraiment que des groupes où genre c'était ça leur truc, c'était qu'ils étaient 15 sur scène et ils avaient tous exactement le même look que ce mec. Et ils avaient genre un t-shirt blanc déchiré, des bretelles, un tambourin et ils faisaient Hey à la fin de toutes les chansons. Et la tendance s'est arrêtée avec Fall Out Boy qui a définitivement annulé épuisé la tendance du mascara pour toujours et de l'eyeliner pour les hommes. Mais vraiment, ce mec est tellement 2010 d'une manière assez répugnante en fait. Ah, j'avais oublié, putain, le mec avec le chapeau et le mascara. Les bretelles. No one. Pourquoi ça t'excite? Mais non, le mec, on dirait qu'il sort du cirque. Et ce qui est très très drôle, c'est que quand il rencontre Ali, tout de suite, il est charmé par elle et il lui tend sa carte de visite. Oui. Et le mec, il est serveur dans un cabaret sur Sunset Boulevard. Et t'es là, mec, pourquoi t'as besoin d'une carte de visite? Et ça m'a beaucoup fait rire. Pour des moments comme ça, visiblement. C'est clair. Genre, le serveur a une carte. Mais en fait, Jack, serveur, mascara. C'est ces deux seuls traits caractéristiques. Et aussi qu'à ses heures perdues, il joue du piano. Ça, c'était vraiment un truc aussi 2010, quoi. Ouais. C'est comme Edward dans Twilight. Et sauf que vraiment... Et c'est comme aussi le mec, tu sais, dans Coyote Ugly. C'est elle qui joue du piano ou c'est lui qui joue du piano? Je crois qu'elle chante et lui il joue du piano ou un truc comme ça. Ouais, de toute façon, enfin, Burlesque est tellement une espèce de sous-copie de Coyote Ugly. Ouais. C'est vraiment... Et de Showgirls, on va en reparler. Mais... Coyote Girls en français. Ouais. Et donc, c'est vrai que ses capacités musicales t'ont laissé un peu sceptique. Elle a vraiment qu'une seule expression, quoi. It's beautiful. C'est 3 notes que tu sais jouer. C'est clair. C'est Debussy. I did. Jen, that's really good. Thank you. C'est comme si on s'émerveillait quand moi je fais les 3 premières notes de la lettre à Élise, en fait. C'est clair. Ou quand moi, j'essaye de jouer Wonderwall à la guitare. C'est ça. Elle le regarde alanguie en train de dire « Ah, c'est tellement beau ce que tu fais ». Enfin, Ouais. c'est n'importe quoi. Et vraiment, vous entendez la qualité des dialogues. C'est vraiment... c'est ça très tout le beau. temps. Merci. Non, vraiment, c'est très beau. Heureusement, il y a d'autres personnages un peu plus marrants. Et parmi ces personnages, il y a Tess. Tess qui est chère, c'est ça? Oui. Bah, en fait, Tess, pour la décrire, il faut juste dire c'est cher. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de bâtir un personnage, ils ont juste mis cher. Exactement. Et ils lui ont dit sois cher. Et elle est franchement assez géniale. Oui, bah, c'est le meilleur élément de ce film et c'est aussi, je pense, pourquoi il est devenu culte. Enfin, il y a un côté avec Christina Aguilera qui est marrant aussi de la voir dans un rôle au cinéma et de voir qu'elle est nulle. Mais Cher, elle en impose tellement que quand même, les moments où elle est là, ça sert vraiment le film, quoi. Oui, et pour le coup, elle a eu une carrière au cinéma qu'on peut considérer comme respectable. Donc, Ouais, elle est oscarisée quand voilà, même. donc ça fait plaisir de la voir dans un rôle comme ça parce qu'en fait, tu sais que, enfin, tu peux lui faire confiance. Elle fait pas grand-chose, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien, quoi. Faut vraiment que je te montre Mamma Mia, Here We Go Again, le deuxième Mamma Mia. Tellement. Et on la découvre avec un numéro
qui s'appelle Welcome to Burlesque, parce qu'ils se sont vraiment pas foulés. Oui, c'est très littéral ce film. Hein. C'est clair. Mais franchement, il m'en fallait très peu. À ce moment-là, c'était vraiment dans les 5 premières minutes, donc j'étais encore très enthousiaste et j'étais contente de la voir. Trop bien. Yeah. Et alors, il faut dire que c'était peut-être le meilleur moment pour nous en regardant ce film, c'est qu'on s'est mis à beaucoup imiter Cher. Cher et Christina Aguilera aussi, mais beaucoup Cher. Ouais. Ouais, et c'était très rigolo. No. And you don't get to say that to me. No. I can take the sky is falling from everyone else. No. No, I need you to be the one that says it's only a number test. Toujours plus. Il y a toujours un moment où Marie, elle comprend pas qu'il faut s'arrêter. Et elle dépasse les limites. C'est comme... Ça me fait penser dans Parks and Rec quand comment il s'appelle, Andrew Scott, Ben Wyatt fait il apprend à faire des pranks en fait parce qu'il sait pas faire des blagues et il va beaucoup trop loin. Il veut les faire kidnapper et tout. C'est exactement ça. Ouais. Non, mais ce qui est fou quand même, c'est que vraiment tout le casting féminin principal de ce film, c'est que des femmes avec des voix très très graves quand elles chantent. C'est vrai. Voilà, c'était ma contribution. D'ailleurs, c'était ce qu'avait noté la critique du Guardian qui dit « Qu'est-ce que Cher et Christina Aguilera ont en commun ?» à part le fait qu'elles sont toutes les deux dans cette comédie musicale pour diva, déjà le fait qu'elles ont des voix de cornes de brume. Une large partie de Burlesque somme comme des baleines coincées dans les bouchons. Et c'est totalement ça. C'est vrai. Putain, c'est fou parce que cette nouvelle saison, elle va pas voler très haut. Hein. Je suis désolée, il faut le dire aux gens. Autre signe qu'on est en 2010, le méchant / deuxième intérêt romantique du film est joué par Eric Dane, qui jouait McDreamy dans Grey's Anatomy. Donc vraiment, saut 2010. Oui, et puis il joue en fait McDreamy dans Grey's Anatomy aussi. Oui, c'est ça. Non mais vraiment, ils se sont tellement pas foulés sur la caractérisation des gens qu'ils ont embauchés. Alan Cumming joue un homme gay. C'est ça. Il joue Alan Cumming, en fait. Ouais. Il joue tous les rôles que Alan Cumming a joué sur scène à Broadway. Oui, et Stanley Tucci qui reprend son rôle du Diable s'habille en Prada. Ils sont vraiment pas emmerdés là non plus. Oui, d'ailleurs, je suis à peu près sûre qu'il y a une critique de l'époque qui a dit exactement la même chose, en fait. Et il y a aussi Nikki, qui est jouée par Kristen Bell. Qui devrait être la star de ce film, vraiment. Ouais, qui est une icône, en fait. Et c'est celle qui sait bien jouer et qui a un peu de caractère et de personnalité et qui est fun. Elle est jouée par Kristen Bell, qu'on adore, qui jouait Véronica Mars. Et elle est censée être alcoolique et c'est un peu la star du cabaret jusqu'à ce que Christina Aguilera arrive et donc elle le vit super mal. C'est un peu une diva en fait, donc elle arrive en retard, elle est vraiment pas très pro. Après, ce qu'on regrettait en voyant le film, c'est que Kristen Bell sait chanter, elle était dans La Reine des Neiges aussi et ils la font pas chanter une seule fois dans le film alors qu'en même temps, elle a pas du tout le coffre de Christina Aguilera donc ça aurait très bien fonctionné de les mettre toutes les deux en rivalité sur la voix et elles le font pas du tout. Il y a aussi un truc qui m'a tout de suite interpellée en regardant le film, que j'avais totalement oublié, mais ça, j'avoue que ça a un côté très marrant, dont on peut se moquer facilement et qui est un peu camp. C'est le look du film. En fait, je me suis demandé pendant les 10 premières minutes si c'était censé se passer à notre époque ou pas. Mais c'est notre époque avec un filtre Instagram de l'époque. Ouais, et vraiment, c'est assez catastrophique. C'est un filtre un peu sépia. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que quand elle quitte sa petite ville de l'Iowa ou de l'Ohio pour partir à Los Angeles, elle a une valise en cuir rigide, les petites valises en carton là. C'est l'esthétique Urban Outfitters, tu sais, c'est les petits totalement, appareils photo des années 70 qu'on avait en plastique. Ou anthropologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Anthropologie, c'est moins vintage. Enfin, tu sais, t'avais vraiment le côté dans Urban Outfitters où t'achetais le tourne-disque ou des choses comme ça. C'était vraiment l'esthétique des années 2010. Mais qui était en plastique de toute évidence. C'est-à-dire qu'ils essayaient même pas de faire semblant que ça vienne d'une fripe ou un truc comme ça. Mais c'est comme quand tu regardes 500 jours ensemble, qui est à peu près la même époque, où elle est habillée comme si elle sortait des années 50. Et bon, c'est le look de Zooey Deschanel et tout ça, mais il y a quand même un truc très twee vintage à l'époque, qui mettent là, mais version burlesque. Non, ça fonctionne pas du tout. Et déjà, il y a le filtre, il y a le fait que quand elle arrive à Los Angeles, elle envoie une carte postale, et même la carte postale, on dirait qu'elle sort des années 60. C'était là, mais qu'est-ce qui se passe en fait?
Et son argent, Ah oui, elle c'est cache. que du cash. Oui, mais alors ça, c'est pareil. Ça, c'est pompé complètement sur Coyote Girls, Oui, c'est où vrai. elle cache son argent quand elle arrive à New York et elle vit dans un appartement un peu miteux. Et là, il lui arrive exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle cache son argent dans les toilettes et les toilettes sont cambriolées, mais juste son appart est cambriolé. Et bien sûr, il regarde dans les toilettes parce que tout le monde a vu les films où on met l'argent dans les toilettes. C'est comme tu le mets pas C'est sous le clair. matelas, quoi. Enfin, désolé. Tu le mets à la banque, en fait. Enfin, c'est comme ça que ça se passe depuis des années et elle est en 2010. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire avec cette scène, c'est que elle vide la caisse du bar dans lequel elle travaille avant de partir à Los Angeles, mais elle prend vraiment, enfin, elle a à peine une poignée d'argent. Elle a vraiment pas grand-chose. Et quand elle rentre chez elle et qu'elle découvre qu'elle a été cambriolée, c'est une énorme tragédie. Oui. Mais meuf, t'avais 120 $80. €. Genre, t'avais vraiment de quoi survivre un jour et demi. Donc... C'est clair. C'était censé être un film contemporain. Genre, est-ce que c'est en 2015 ou en 1975? Et ils ont pas de parapluie non plus en 2010. Ça a encore été inventé. Les portables non plus d'ailleurs. Mais non, mais c'est ridicule. En fait. Mais oui, non mais... Oui, ils s'arrangent vraiment avec l'époque en fonction de ce dont ils ont besoin pour l'intrigue, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des belles voitures et des développements immobiliers très modernes. Mm. Mais par contre, elle n'a pas de téléphone. C'est tout à fait ça. Pour défendre un petit peu le film et lui donner un peu de relief. Matière, ouais. C'est un film donc qui est sorti en 2010, post-récession aux États-Unis. Et Ça se sent, non mais ça ouais. se sent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ça fait hyper bizarre parce que l'intrigue immobilière de ce film est quand même hyper présente. Mais il faut se souvenir qu'on était juste après la crise des subprimes et que, en fait, les gens qui détruisaient des lieux pour y construire des grands complexes immobiliers ou juste les gens qui avaient un certain pouvoir immobilier, c'était le diable à cette époque-là Oui, et aux puis États-Unis. c'était une grosse période de gentrification aussi, donc il y avait cet aspect-là aussi qui joue, quoi. Ouais, et la pauvreté de Ali était censée évoquer aussi un truc très très vif pour plein de gens à l'époque, parce que voilà, c'est vraiment une période extrêmement sombre économiquement aux États-Unis. Mais après, quand on le regarde aujourd'hui, en fait, c'est pas The Big Short, quoi. Oui, ben surtout, c'est là où ça s'arrête, en fait. C'est-à-dire Ouais. que la pauvreté de Ali, c'est censé être caractéristique de son personnage et de son évolution, un truc comme ça, mais elle trouve tout de suite où s'abriter. Ouais. Et c'est chez un mec sur lequel elle a un énorme crush. Et leur coloc se passe plus ou moins bien, mais c'est quand même une coloc un peu sexy, tu vois. Enfin, il y a pas vraiment, t'es pas en train de pleurer sur son sort du tout, même si elle est orpheline encore une fois et qu'elle est partie avec une valise en carton. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a été critiqué dans beaucoup de critiques de l'époque, c'est le fait que le film ne contient vraiment aucune tension et aucun conflit. Et c'est quand même globalement ce qu'il faut pour n'importe quelle histoire de fiction. Et là, comme tu le dis, tous les problèmes se règlent très très vite. Elle a pas vraiment d'obstacles. Et donc, non, même on Nikki. comprend pas pourquoi ça n'avance même pas plus vite, puisqu'il y a littéralement rien qui se met en travers de son chemin. Et du coup, t'es juste là en train de la regarder servir des verres et t'es là, putain, mais ça fait 1 heure qu'elle sert des verres. Ouais, mais c'est ça, parce que tu te dirais Nikki, qui est censée être son ennemie, à un moment la met dans une situation qui est censée être problématique, mais en fait, c'est là où elle a son grand moment de révélation. Mm. On va revenir dessus, mais Nikki, à ce moment-là, elle disparaît, en fait. C'est-à-dire que Tess est bienveillante et du coup, elle va virer Nikki et lui dire que maintenant, le show, c'est le show de Ali. Et donc, en décrivant comme ça, c'est pas hyper bienveillant. Mais c'est bienveillant pour Ali, voilà. Oui, et puis Nikki, quand elle revient, elle est devenue gentille. Oui, voilà, parce Et qu'elle a voilà, arrêté c'est de boire. réglé. Donc, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Mais vraiment, dès le début, on a quand même commencé à réaliser qu'il y avait un gros problème de rythme avec ce film et que ça allait être très, très, très compliqué, notamment puisque à chaque scène, tu l'as relevé, il y a énormément de plans de coupe sur quelqu'un qui regarde ce qui est en train de se passer dans la scène et vraiment, ça n'en finit plus. Non mais... Chaque scène, c'est pour ça que ça dure 2 heures. C'est ça. Il y a 3 scènes dans le film en fait. Il y a 4 montages et 3 scènes. Ce film souffre d'une sous-utilisation de Alan Cummings et Sandy Cohen. Je pense que ce film souffre d'une sous-utilisation de rien du tout. Il surutilise tout quoi. Enfin, il faudrait qu'il sous-utilise le temps déjà. C'est clair. I will never give up this. Oh mais si, abandonne. Abandonne que ce film se termine. Non, ce qu'il faut dire On aussi, entend vraiment la progression. le désespoir. C'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en plus des plans de coupe sur des gens qui regardent, qui composent à peu près 40% du film, vraiment, enfin, Ouais. très sérieusement. Il y a aussi, je pense que t'as au moins 30 autres %
on arrive à 70, qui sont juste des montages, un peu comme des bandes annonces. C'est un gros truc que fait aussi 50 nuances de gris. 50 nuances de grey. Un peu à la même époque aussi. Oui, c'est ça, c'est à peu près la même époque. Mais en fait, on dirait des bandes annonces, en fait, ouais. Ouais, mais moi, j'adore les montages. Donc, en fait, pour moi, ce serait pas un problème si les montages étaient bien. Mais là, le problème, c'est que c'est totalement vide. J'ai rarement vu un film aussi vide de toute ma vie, surtout pour une durée de 2 heures. C'est plein de vocalises. Vraiment. Wow. Et encore, ils auraient pu en mettre plus. Je trouve aussi que c'est ils attendent longtemps avant de les mettre. Ouais, c'est une comédie musicale qui manque énormément de flair, de style, de chant. C'est pas une comédie musicale en vrai. Enfin, c'est ça le truc, c'est que. Comme c'est catégorisé comme tel en vrai. Hein. Oui, c'est un film de musical, mais c'est pas une comédie. Enfin, moi, je le qualifierais pas de comédie musicale, parce qu'il y a pas de moment en fait. Pour moi, dans les comédies musicales, il doit y avoir, pour que je le qualifie moi, l'experte en la matière, comme comédie musicale, il faut qu'il y ait en fait des moments de chant qui s'extraient du réel. C'est-à-dire que ils se mettent à chanter et tu te dis mais normalement ils se mettraient pas à chanter dans une situation pareille, tu vois. Là, tous les moments de chant sont des shows sur scène. Ouais, après moi je sais pas si j'utiliserais une définition aussi stricte parce qu'il y en a des comédies musicales où enfin c'est des musiciens qui sont sur scène et du coup mais c'est juste que dans la mise en scène cabaret peut-être mais ouais, cabaret même All That Jazz, tu vois, c'est juste que en fait mais ça c'est très inspiré burlesque, tu sens de ceux-là. Ouais, il y a des numéros qui sont irréels dans ces films-là, mais c'est des films qui sont sur le chant, sur du théâtre. Donc en fait, pour moi, le seul problème de burlesque, c'est que c'est une mauvaise comédie musicale dans le sens où justement, dans la mise en scène, ils arrivent jamais à te sortir du réel et à te faire un peu le truc où les lumières s'éteignent et la personne chante de manière un petit peu démesurée. Ils le font que dans la scène d'ouverture, en vrai. Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, je le mettrais plus proche de Magic Mike sur le format show et sur Magic Mike le premier, où en fait, tous les moments de show, c'est des moments qui sont sur scène et qui sont du coup cadrés par ils sont censés faire ça à ce moment-là. Donc ça enlève beaucoup du charme d'une comédie musicale où t'as pas un moment où, d'ailleurs tu l'attendais toi, où Cher est en coulisses en train de regarder les robes et de chanter toute seule sur la disparition de son cabaret, tu vois, qui aurait été un moment cool en fait. C'est ça qui m'a un peu traumatisée pendant ce deuxième visionnage, c'est que j'ai inventé toute une partie de ce film dans ma tête qui n'existe pas. Je pense que mon état d'ébriété était vraiment conséquent quand j'ai vu ce film la première fois. Parce que j'étais persuadée qu'il y avait une scène un peu de mentoring entre Cher et Christina Aguilera. Elle lui apprend à se mettre de l'eyeliner. Oui, mais c'était pas cette scène-là. Dans ma tête, c'était une scène avec d'autres codes couleurs, totalement différentes, où il y avait beaucoup de blanc et de noir, dans les loges, où Cher se regarde elle-même dans le miroir et elle se met à chanter et elle chante sur le fait qu'elles vont y arriver malgré l'adversité, tout ça. Cette scène n'existe pas. Ouais, et je pense que tu l'as fabriquée aussi parce que le poster de l'époque était en blanc et noir. Ouais, peut-être. Mais c'est fou quand même. Hein. Et du coup, j'étais hyper déçue parce que j'attendais cette scène et elle n'est jamais venue. Mais non, mais c'est vraiment ça qui manque. C'est-à-dire que du coup, en plus, t'as toute la première moitié du film où il n'y a pas de morceau, sauf le morceau d'ouverture, où Christina Aguilera ne chante pas et où en fait, t'as des moments sur scène qui sont des numéros, mais des numéros de cabaret vraiment pas très cool, quoi. Enfin, ou pas très fun, où ils font du playback sur du Marilyn Monroe et du coup, c'est bon, si j'ai envie de voir ça, en fait, je vais voir Les hommes préfèrent les blondes. J'ai pas besoin de voir ça, en fait. Enfin, tu vois. Vraiment, les numéros musicaux sont réalisés avec zéro flair. C'est vraiment une réutilisation de clichés, que ce soit dans l'écriture des personnages, l'intrigue ou les numéros musicaux. Et donc, il y a 2-3 plans qui sont agréables parce que c'est cliché, où genre, t'as le plan de coupe très rapide sur une meuf qui fait un clin d'œil ou qui fait un geste du doigt à la caméra. Et ça, c'est cool. Mais en fait, il y en a peut-être 2 dans le film. Et sinon, c'est juste, on voit des gens danser sur scène. Oh, mais c'est d'une platitude absolue. Et à part les chaises, qui sont très présentes et qui nous ont beaucoup fait rire parce que tu sais que c'est un moment sérieux quand il y a une chaise. Là, tu sais que c'est pas n'importe quel numéro musical, c'est un numéro musical qui va être un peu un tournant dans l'histoire, tu vois. Première chaise. Ah, une chaise. Les choses deviennent sérieuses. Non, mais le problème, en fait, aussi avec les numéros musicaux, c'est qu'ils durent très, très, très longtemps parce qu'il se passe plein de choses ailleurs pendant que le numéro musical est en train de continuer. Et on revient au numéro musical, genre 6 minutes plus tard, et il est toujours en train de se produire. Et vraiment, on n'en pouvait plus. Bah là, c'est bon, on a compris Welcome to Burlesque. Oh my God, ça va jamais se finir. De quoi ? Mais il faut que servir des verres et mettre des numéros et genre, il se passe rien. Donc, je suis arrivée à 70% quand même, entre les 40% de regard et les 30% de... C'était quoi l'autre ? Je sais plus. À des montages. Ah oui. Et ensuite, t'as 10% de numéros musicaux et 20% de répliques débiles. Vraiment, même débiles, c'est leur accorder trop de crédit. C'est vrai. C'est la pauvreté du langage illustré. Non, mais c'est vraiment... C'est que, oui, bonjour, merci, ça va. Il y a un moment où ils flirtent.
Ah non, c'est le truc le plus cringe de l'histoire. Mais ça, à la rigueur, c'est marrant parce que, en fait, il faudrait que toutes les scènes soient comme ça. Oui, parce qu'ils mettent le curseur à 10, quoi. C'est ça, c'est d'une nullité vraiment confondante. Et donc, Christina Aguilera ou Ali est en train d'avoir une conversation avec Jack, son coloc sexy. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est lui dire « Hey Jack !» Mais à répétition. La manière dont tu le dis n'est pas assez crispante. Elle fait « Hey Jack !» Ben, on va l'entendre. Hey, Jack. Why'd you leave Kentucky? Why'd you leave Iowa? Oh mon Dieu. Hey, Jack. Hey Jack. Hey Jack. Really glad. Quand est-ce qu'on arrive? Get some sleep. Ferme ta gueule. Hey Jack. Tu l'as acheté où ta tête d'oreiller? Tu sens qu'avec ça, ils ont essayé de faire un « tu les aimes mes fesses ». Oui. Mais que ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment le « tu les aimes mes fesses » de... Enfin, c'est le Lidl de « tu les aimes mes fesses ». Je pense que vraiment Et même Lidl, c'est trop sympa. Lidl, il y a des super trucs. Non, vraiment, là, c'est ce que tu trouves dans la poubelle à la sortie du Lidl. Oui. Et je pense que tu accordes beaucoup de crédit au réalisateur de ce film en pensant qu'il a vu le mépris. C'est vrai. Je pense d'ailleurs, c'est que... qui le réalisateur? Alors, le réalisateur de ce film, c'est Steve Antin. C'était son premier film burlesque. Il a écrit aussi, d'ailleurs. Ouais, il l'a écrit aussi. Et tu sais ce qu'il a fait après? Rien. C'était son premier et son dernier film. Mais visiblement, tu étais la seule à penser que c'était un chef-d'œuvre. Alors, les gens d'Hollywood n'ont pas bu au Alamo Drafthouse et ne sont pas sortis en se disant Exactement. 4 étoiles sur Letterboxd. Il faut lui donner plus d'argent à ce mec. C'est le moment. Vraiment, le moment de mentoring devant le miroir, c'était incroyable. Non, mais c'est le pauvre, en fait. C'est une histoire hyper triste. Bah, tu sais pas, il est pas sous les ponts. Non, on sait pas, mais vraiment, tu vas sur sa page Wikipédia. Il a fait d'autres trucs. Il était acteur aussi. Et genre, il a réalisé ce film. Et ensuite, il n'y a plus rien. C'était en 2010. C'est horrible. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment terrible. C'est que tu sens que c'était un projet, honnêtement, je pense, vraiment personnel pour ce mec. Et le fait que ça s'appelle burlesque, ça te dit tout ce que tu dois savoir sur l'intention du mec. C'est-à-dire qu'il voulait, à mon avis, rendre hommage à Chicago et à Coyote Girls et à Showgirls et faire un truc, une espèce d'amalgame de plein de clichés, mais avec le curseur poussé tellement loin que ça en devient un peu fun et risible. Et c'est avec Cher et Christina Aguilera. Je suis pas sûre qu'il voulait que ce soit fun et risible. Enfin, j'ai pas lu d'interview de lui, donc je sais pas, mais je suis pas sûre qu'il n'était pas premier degré, en fait. Hein. Peut-être, mais en tout cas, si tu regardes la définition de burlesque, c'est d'un comique extravagant, ce que ce film n'est pas. Ce film est d'un comique médiocre. Et malgré lui. Hein. Voilà, et malgré lui, se dit d'un spectacle ou film où l'humour et la caricature s'allient à un irrationnel échevelé. Donc en fait, l'irrationnel échevelé, je sais pas où on le trouve dans ce film, mais moi j'aurais aimé qu'il y ait de l'irrationnel échevelé. J'aurais aimé que ce soit Suspiria, tu vois. Hey Jack. Vraiment, enfin pour moi, Suspiria c'est le maître étalon de ce qu'un film devrait être quand il veut pousser les curseurs à fond et que ça devienne camp et un classique ouais, culte. mais Suspiria, bah il y a du flair, il y a du style, il y a de l'absurde. Oui, bien sûr, mais y a c'est pas intelligent en d'intrigue. fait. Ouais. Bah oui. Ouais. Non, mais là, c'est vrai qu'en fait, il manque le côté caricatural à fond. Alors qu'en fait, tu sens que tous les clichés sont là, mais ils sont pas caricaturés, ils sont pas parodiés. Donc ça devient juste nul. Il y a une scène quand même qui est assez rigolote, malgré elle. Ali veut absolument aller serveuse. Elle s'est un peu incrustée comme serveuse. Elle a pris un plateau, elle a commencé à servir et visiblement, il l'a embauchée parce qu'ils avaient une ouverture pour être serveuse. Mais son rêve, c'est d'être sur scène. Ce qu'elle veut, c'est vivre la scène, quoi, être une star. Et en fait, ils font passer des auditions pour remplacer une meuf qui va partir en congé maternité. La scène s'ouvre de l'audition où ils ont des athlètes. Des gens, c'est le cirque d'hiver. Ils sautent dans tous les sens. C'est clair. Ils font des roulés-boulés incroyables, des pirouettes. Et Stanley Tucci et Cher sont genre pas du tout impressionnés. Ils sont là, alors vraiment zéro coup de foudre, quoi. Et là, Ali monte sur scène, s'impose et dit « Je vais faire mon audition ». Et là, littéralement, vas-y. Elle fait la danse des canards et elle se tape 3 fois le cul. Oui, c'est ça. Et ils disent « Banco, Non, tu es la femme pour nous ». Il dit carrément « Je ne pouvais pas regarder ailleurs ». Mais moi non plus. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. Comme quand tu vois un accident de la route, en fait. C'est ça. Elle fait un peu aussi Walk Like an Egyptian et elle bouge les genoux. Enfin, c'est vraiment ridicule. Oui, bah, elle fait la SketchUp, quoi. Ouais, c'est ça. Elle fait la SketchUp. Et vraiment, en fait, quand tu te dis,
Il y a eu A Star is Born aussi. Et c'est un peu aussi un hommage à cette histoire-là. Enfin, vraiment la meuf qui sort de nulle part et qui d'un coup est découverte. Oui, oui. Mais après, c'est une histoire classique, quoi. Enfin, parce que dans A Star is Born, il y a un côté mentoré qui Oui. est inversion. Avec une histoire d'amour. Oui, voilà. Et juste là, ça fonctionne tellement pas. Et en plus, il n'y a pas la voix. Et tu te dis, mais meuf, on sait qu'on a Christina Aguilera devant nous quand même. Ouais. On sait en plus que, même si on ne savait pas, qu'on ne savait pas qui est Christina Aguilera, la première scène du film nous la montre en train de faire Ouah. Donc du coup, on sait qu'elle a un coffre de malade. Et au moment de l'audition, elle chante pas. C'est totalement absurde. Mais ils veulent faire monter le suspense, je crois. Et surtout, ils voulaient ce moment. Tu sens un peu qu'ils se sont dit, il faut qu'elle soit sur scène. Mais il faut qu'elle soit sur scène embarrassée. Et en fait, elle sauve le truc en chantant et en montrant à tout le monde qu'elle chante hyper bien. Donc, pour arriver sur scène, il faut déjà qu'elle passe une première étape d'arriver sur scène, tu vois. Donc pour ça, il faut qu'elle danse la danse des canards sur scène, devant eux. C'est ça, c'est fait de manière tellement artificielle, alors que tu dis, il y a plein d'autres manières pour qu'elle se retrouve sur scène un peu par accident, ou genre justement, enfin, il y en a une qui est malade ce jour-là et on la pousse sur scène, ou enfin. Ouais, ou même en vrai, le coup, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une panne au moment, enfin, il y a une panne provoquée, mais elle aurait très bien pu être dans la salle, en train de servir, et tout le monde panique, et d'un coup, elle commence à chanter, Ouais. et là, le spot se met sur elle. Ça aurait été très cool aussi, quoi. Exactement. Et vraiment, le problème avec cette scène d'ouverture, c'est que elle enlève tout le suspense justement sur la première fois qu'on va entendre retentir la voix de Christina Aguilera. Alors qu'ils auraient pu jouer sur ça justement en se disant putain, mais on sait qu'elle a du coffre, quand est-ce qu'elle va chanter? On était un peu comme ça quand même. Ouais, mais en ayant en plus déjà entendu tout un numéro musical Oui. d'elle au début, et donc en fait, le moment où ça se produit enfin, ça crée quelque chose de beaucoup moins rare et de beaucoup moins précieux. On attendait vraiment le moment où elle allait chanter enfin devant tout le monde avec impatience. Bon, j'ai hâte qu'elle fasse son audition là, qu'on la voit. Bah oui, c'est ça, en fait, là, ça fait 24 minutes, il faut y aller. Elle a toujours pas chanté. Ça fait 35 minutes. On va faire ça. Je sais, je me souviens. Je veux qu'elle fasse. C'est clair. Pourquoi t'es amie avec moi? Vraiment, je m'épuise toute seule. Mais ce film est épuisant, donc j'ai un peu pété un câble. Mais il y a quand même un moment où ça finit par arriver. Ça arrive à la 45e minute, enfin. Le contexte, c'est que Nikki était bourrée, est arrivée en retard une nouvelle fois, et donc, comme Ali a placé le fait qu'elle connaissait tous les morceaux par cœur, Tess lui dit « Vas-y, monte sur scène et prends sa place ». Et Nikki est hyper vénère, et du coup, elle va voir l'ingé son, et elle lui dit « Tess t'appelle », elle le convainc de partir, quoi. Donc, elle a accès aux manettes, et en plein milieu du morceau, évidemment, elle coupe le son du playback, parce que c'est un playback, et là, elle se retrouve toute conne sur scène. Mais qu'est-ce qui se passe, évidemment, alors que le rideau est en train d'être baissé très lentement. C'est comme dans Carrie à la fin, tu sais, quand t'as la scène avec ça, la corde. C'est exactement ça. Mais c'est vrai. là aussi que tu vois le flair de De Palma, où genre il joue tellement avec tes nerfs, mais au moins il se passe quelque chose Oui, bah cinématographiquement. Là, effectivement, Cher dit bon bah baissez le rideau, on a un problème technique. Christina Aguilera est un peu paniquée comme le lapin devant les phares, où elle se dit qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, alors que ça fait des mois qu'elle aurait pu juste chanter, hein, à un moment n'importe lequel, même à la fin quand ils sont en train de remballer le soir. Oui, c'est ça. Non. Elle aurait pu prendre une guitare ou taper sur le truc. C'est ça, faire taper comme sur le Anna bar. Kendrick Oui, avec c'est ses ça. gobelets là. The Cup Song. Mais non, donc personne n'a jamais entendu la voix de cette femme en train de chanter, et donc là elle se dit ça y est, c'est mon moment, et elle sort un O, mais un O de Christina Aguilera. Bah, Donc, les hauts qu'on a essayé de faire pendant, Voilà, c'est pendant ça. tout le visionnage. Allez, vas-y. Vas-y. Enfin. Et alors là, c'est là que ça commence à devenir très ridicule de manière très réjouissante, c'est-à-dire qu'il y a des plans de coupe sur chaque personne. De la salle. Voilà. Qui a jamais croisé Ali. Tous Ouais. les gens qui ont croisé le chemin d'Ali à un moment ont droit à un plan de coupe de 5 minutes. Et qui n'en revient pas de ce O. Ouais. Et donc il y a... Non, bah, le haut, il est impressionnant. il est quand même. impressionnant. Enfin, tu la connais pas, ou tu la connais un peu, tu l'as jamais entendu chanter, t'entends ça. Moi, si tu me faisais ce haut, je serais un peu quoi? Bah, c'est sûr que là, t'as une serveuse qui est juste Ali, et qui en plus, Christina Aguilera a une petite voix, et d'un coup, elle te sort un O comme ça, tu te dis, ok, je m'interromps. Mais donc, on a Alan Cummings qui la regarde en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a Cher qui la regarde en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a le serveur qui la regarde en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je veux me la taper, encore plus. Voilà, et donc, on a vraiment la caméra qui zoome sur le visage de chacune de ces personnes.
Mais c'est que le début. Oui, parce qu'en même temps, ça fait partie du plaisir. C'est-à-dire, bien dans les sûr, moments c'est comme trop ça, bien. tu veux une scène en fait de révélation où la personne se révèle. Évidemment que tu veux les réactions des gens, sinon c'est hyper frustrant. Tu veux voir à quel point ils sont impressionnés. Le problème, c'est que ça n'en finit plus. Elle a sorti un O et ensuite elle sort un Oye. Et là, c'est un Oye de genre, si tu es Christina Aguilera et que tu viens de te taper le petit orteil au coin de la table, tu sors ça. Incroyable. Là, l'audience est stupéfaite. On a un nouveau plan de coupe sur Cher qui a les larmes aux yeux. On a un plan de coupe sur McDreamy qui commence à plisser un peu les yeux et comme s'il reniflait un P. Ouais. Mais genre vraiment comme s'il reniflait un P, tu sais, genre quand t'as un peu envie d'enquêter, quoi, où t'es là. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce passé? que j'ai mangé? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est produit à quel moment dans mon corps? Et est-ce vraiment mon corps, tu vois? C'est bien moi, ça? Exactement. Et là, c'est le coup de grâce, puisque Christina, qui n'a toujours pas chanté, hein, juste elle sort des notes. Elle sort de vocalise quand même. Voilà, elle sort des vocalises. Là, elle sort une nouvelle note. Et là, sur une échelle de genre 0 à l'esthéticienne vient de t'épiler les lèvres du bas sans te prévenir. On est très très haut. Je sais pas toi, mais moi personnellement, c'est tout le temps ça. Hein. C'est ce que je fais chez Yves Rocher tous les mois. Tous les mois, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, on a encore un plan de coupe sur Cher qui dit au mec de la régie, relève le rideau. Parce que là, c'est très important ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Christina Aguilera se met enfin à chanter, genre une chanson complète avec des paroles, sans micro. Alors ça m'a énervé. Mais ça m'a énervé parce qu'en fait, justement, en fait, c'est le problème, ce que je disais par rapport à la comédie musicale tout à l'heure. Oui. Vu que tous les moments sont ancrés dans le réel au moment des numéros de musique, en fait, on peut pas l'entendre comme ça et se dire qu'elle est en train de chanter sans micro. Sinon, ça devient, oui, une comédie musicale qui est plus ancrée dans le réel. Et c'est jamais le cas dans ce film, sauf dans cette scène. En fait, il y en a plusieurs où il y a des questions de plausibilité. Et en fait, je pense que justement, s'ils avaient poussé le curseur un petit peu plus loin, ce serait des vraies ruptures. Comme à la fin, où genre, au début, c'est vraiment une scène de cabaret, tu peux à peine mettre une chaise dessus. Et à la fin, elles ont un escalier géant avec des lettres géantes qui peuvent épeler burlesque, qui est quand même un mot assez long. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'elles ont gagné le droit immobilier. Voilà, avec 45 chanteuses qui descendent les escaliers. Enfin, on dirait justement un numéro de Marilyn Monroe dans la coupe de champagne et tout, quoi. Et t'es là, mais en fait, la scène, c'est plus du tout la même scène. Là, on est au Zénith. Donc, il y a quand même des ruptures, mais qui sont pas assez prononcées pour qu'on se dise on est dans de l'irréel. Et donc, ça marche pas du tout. Mais oui, donc, elle chante sans micro, mais c'est exceptionnel. Et on nous le dit, puisque, encore une fois, on voit vraiment chaque personne du public qui a son plan de coupe pour s'émerveiller et qui n'en revient toujours pas. L'autre, il est encore en train de sentir le même P depuis... ça fait 5 minutes que le morceau a commencé. Il est toujours en train de la fixer comme ça en mode qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est surtout que, à la fin, on se rend compte qu'il reste 1h15 de film et que c'était le seul bon moment de ce film. Oui. Ouais, bon, on a compris, elle chante bien, quoi. Et c'est là que ça se corse. C'était déjà assez corsé avant. Parce que là, vraiment, déjà, on s'est dit qu'on avait attendu longtemps pour ce moment, mais en fait, à partir de là, c'est pas comme si c'était un énorme élément déclencheur dans l'histoire non plus. C'est-à-dire que juste, elle se met à chanter sur scène, mais l'intrigue n'évolue pas. Non, elle devient une star, mais ça change rien à... Enfin, elle devient une star au cabaret, mais l'intrigue ne change pas. Et du coup, là, on a commencé à vraiment perdre patience. Putain, on s'en tape. Il reste combien de temps, Malice? Je sais pas, mais combien de cocktails j'ai bu quand j'ai vu ce film, en fait, pour le trouver bien, c'est pas possible. Il reste une demi-heure, Marie. Ouais. Toi, ressenti 3h40, putain. J'espère que le générique dure 15 minutes. Chance de plus, j'en peux plus, Marie. J'ai envie de m'arracher les yeux, les oreilles et la bouche. Ah. Et le nez, en bonus. Après, les oreilles, c'était peut-être à cause de moi à côté qui faisait... Ouais, c'était assez compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de scènes successives où Ali, qui est déjà un personnage insupportable. Se met à beaucoup minauder et crier comme on l'entend là. Et en fait, c'était déjà très crispant. Et par-dessus ça, se rajoutait la réaction très crispante de Marie, qui était en train de faire une dissociation, très clairement. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment poussée au bord de la folie. Oh, elle est chiante, t'as tout le temps crié. Non, c'est clair, c'est insupportable.
J'en peux plus, Marie. Voilà. Elle est insupportable. Oui. Je déteste elle. C'est ça. Non, mais ce qui est fou, en fait, c'est que quand même, ce film, tu le sens. Je veux bien qu'il ait essayé d'être burlesque, tout ça, ta définition du Larousse et tout. Mais il a échoué, hein, très Oui, clairement. très clairement, mais tu sens qu'avec ce personnage, il n'a pas essayé d'être burlesque. Il voulait en faire un personnage attachant, attendrissant, avec lequel on s'identifie, qu'on veut voir gagner à la fin. Et juste, moi, j'ai envie qu'elle retourne dans l'Iowa et qu'elle vive dans son trailer park et qu'elle nous foute la paix. Et Quoi. qu'elle se fasse écraser par un bus, en vrai. Enfin, vraiment. Exactement. D'ailleurs, à un moment, il y a Cher qui parle de sa mère en disant elle avait un corps qui pouvait stopper un bus. Et tu comprends pas qu'est-ce que c'est comme compliment, en fait. Genre, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire. Surtout dire ça de sa mère, c'est un peu chelou quand même. Mais vraiment, j'aimerais que Christina Aguilera n'arrive pas à stopper le bus qui lui roule dessus. Non, et puis vraiment, à un moment, ça m'a beaucoup fait rire parce que vraiment, t'as perdu pied, quoi. Oh, que va-t-il se passer? Je fais une petite moue. Oh, je ne sais pas. En fait... Et en fait, là, vraiment, je te dis, meuf, on est déjà en train de subir ça dans le film. Donc, rajoute pas ça à l'extérieur du film. J'étais déjà très oppressée et c'était pas possible. Moi, je trouve que je l'imite très, très bien. Mais oui, mais justement, c'est ça le problème. On est quand même obligé, c'est la règle qu'on a établie au début de cette saison, de lister 3 qualités et 3 défauts pour ce film. Tu m'as rendu la tâche très, très facile, là. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement été violemment... ulcérée. Ouais. Martyrisée par le visionnage de ce film, et que toi, à côté, juste, tu poussais tes petits cris et tu disais « Mais moi, j'ai toujours su que c'était de la merde !» Donc, je me suis dit que c'était plus logique que ce soit à toi de lister les défauts de ce film et que j'essaye d'en lister les qualités. Ok. Ali qui crie tout le temps. Horrible. Vraiment. Le rythme. Pour un film sur la musique et sur le musical, c'est quand même un gros problème. C'est clair. Et l'écriture, tout. Ou plutôt l'absence d'écriture. Oui, voilà. Mais ouais, non, les répliques qui sont vraiment nazes, les clichés sexistes, les mecs qui sont tous plus horribles les uns que les autres, et aucun n'est vraiment sexy, quoi. Enfin, ils sont tous vraiment dégueulasses, à part Stanley Tucci, vraiment. Qui est magnifique. Les 3 qualités du film, vas-y Anaïs. Alors, première qualité, la lingerie que portent les chanteuses sur scène est magnifique. Ouais, c'est vrai. Et j'aimerais qu'on m'envoie des exemplaires, s'il vous plaît. Merci. Deuxièmement, Cher, qui est vraiment... c'est toujours un plaisir de la voir. Un cheval, apparemment. Non, mais elle est vraiment... c'est Cher, quoi. Elle est super. Et elle a la meilleure scène du film, qui est une prise de tête entre elle et Nikki, où Nikki dit « Je ne me laisserai pas éclipser par une traînée avec des poumons mutants. » Et en si parlant de Christina Aguilera. Voilà. Et si tout le film avait été écrit comme ça, ce serait génial. Mais en fait, ce film existe. Il s'appelle Showgirls, de Paul Verhoeven. Et d'ailleurs, la critique du Guardian parle de cette scène en disant que c'est une scène incroyable. Et pas seulement parce qu'il y a enfin toute la mesquinerie des personnages qui ressort, mais aussi parce qu'elle n'implique pas Ali. C'est vrai. Et c'est ma 3e qualité pour ce film, c'est qu'il y a toute une histoire d'amour entre Stanley Tucci et un mec qu'il rencontre à un mariage. Toute une histoire d'amour, ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes, mais vraiment, en fait, tu te rends compte qu'ils ont plus d'alchimie, de charme et de talent que Christina Aguilera dans l'autre 1h55 de ce film. Et tu te dis, en fait, si on avait fait une rom-com musicale sur ce couple-là, ça aurait été génial. Et le mec qui joue son intérêt romantique, c'est le mec qui jouait aussi un des copains de Jess dans New Girl, qui était un de mes copains préférés, qui jouait le médecin, en fait, qu'elle trompe avec Nick, pour ceux qui s'en souviennent, qui était très mignon. Donc voilà, il est très mignon dans ce film aussi. Je me pose quand même une question. En voyant ce film, je parlais beaucoup de Showgirls, de Paul Verhoeven, qui est vraiment considéré comme un AV ou un chef-d'œuvre. C'est l'exemple typique de ce genre de film. C'est un classique pour plein de gens, mais il y a un côté hyper exacerbé, très camp et mauvais, en fait, ouvertement mauvais, mais comme dans beaucoup de films de Verhoeven, qui fait que certains trouvent que c'est totalement un AV. Et j'ai réalisé pendant le visionnage du film que tu n'avais pas vu Showgirls. Non. Et honnêtement, je me dis qu'on devrait l'inclure dans la saison parce que pour le coup, il y a plein de choses à se mettre sous la dent et je pense que c'est quand même la meilleure version de Burlesque. Enfin, moi, personnellement, je suis très open, ça fait longtemps que je veux le voir. Donc. Ouais. Si vous avez envie qu'on inclue Showgirls
dans la liste, faites-nous un petit retour sur les réseaux sociaux. Mais a priori... Dans tous les cas, on prendra notre décision. Voilà, sans vous consulter, mais on vous consulte quand même. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou chna? Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Na. C'est ça, na. Voilà. Je suis bien d'accord. Franchement, quand je vois des films comme ça, j'ai des expériences de visionnage au cinéma qui sont hyper précieuses pour moi. Et il y a des films que je ne revois plus jamais parce que j'ai peur que ça détruise mon expérience de visionnage. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Et je suis hyper triste. Je comprends que tu sois triste, mais en même temps, dis-toi que pendant des années, tu t'es baladée dans le monde en disant que Burlesque, c'était génial. C'est clair. Et maintenant, tu sais un peu mieux. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir supporté toutes nos vocalises. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci. Si vous voulez voir ou revoir Burlesque, on vous a peut-être convaincu. Hein, le film est disponible un peu partout en VOD. Et toutes nos excuses vraiment à ceux qui l'ont revu ou vu pour la première fois en prévision de cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, roulement de tambour, on redécouvre Le Pacte des loups, un film qui, pour la moi de 12 ans, a été un chef-d'œuvre. Moi, je l'ai vu aussi au même âge et je m'en souviens pas. Et cette fois-ci, petite surprise, on ne sera pas seul, puisqu'on aura avec nous l'acteur et scénariste Xavier Lacaille, qui nous fait beaucoup rire dans la série Parlement et qui joue actuellement son spectacle Ambroise et Xavier à la Comédie de Paris. On a très hâte de savoir ce qu'il va penser du Pacte des loups. On lui a proposé de choisir entre plusieurs films et c'est celui-là qui l'a inspiré, donc on verra. Peut-être qu'il va nous détester à la fin de l'enregistrement. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse nos séries préférées. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures françaises pour une fois. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Parle pas comme ça à Cher, meuf. Il y a une scène où Cher apprend à Ali comment se mettre de l'eyeliner. Et en fait, c'est parce qu'elle avait ni pinceau ni maman qu'elle ne savait pas se mettre de l'eyeliner. Je m'appelle Cosette. J'ai pas de pinceau, j'ai pas de maman. Pourquoi tu parles encore? Moi, je suis pour Nikki, en fait. Moi, je suis pour un film bien. En vrai, c'est un super film si t'as tellement la gueule de bois que tu peux absolument pas, épeler ton prénom, tu vois. Même pour ça, je pense pas que ce soit un super film pour la gueule de bois. C'est épuisant. Je pense que si. C'est vrai qu'elle a un peu un syndrome Hélène Darroze au niveau des cheveux, quand même. Elle a beaucoup de cheveux. Enfin, elle a des extensions ou une perruque, très clairement. Qui a écrit ce film et où est-ce que je peux le retrouver pour lui intenter un procès, quoi? I can't tell you, I'm Cher. Cher. Toutes mes excuses à Cher. Moi, je m'excuse pas auprès de Christina Aguilera parce qu'elle est capable de nous infliger ça. Cher. I can't tell you, I'm Cher. No. Cher.